La vieille fille qui avait une idée. Semaine après semaine, elle travaillait à couler un escalier en béton devant le chalet de Calébicine. L'escalier prenait forme très lentement. Il fallait qu'il soit d'une beauté absolue et ne devait ressembler à aucun autre escalier au monde, car il était le cadeau qu'elle voulait nous offrir pour nous remercier de la laisser occuper le grenier. Elle se levait de plus en plus tôt. Nous l'entendions faire craquer les marches de l'escalier très longuement, tant elle redoutait de nous réveiller. Puis, elle déplaçait avec autant de précaution ses seaux et ses pierres devant le perron. Un tout petit claquement de temps à autre. Un raclement. Un objet qui rebondissait. Un clapotis. Et pour finir, nous étions complètement réveillés et attendions le petit bruit suivant. Parfois, elle traversait le perron et le faisait craquer parce qu'elle avait oublié quelque chose. Puis elle en trouvait la porte, mettait un doigt sur ses lèvres et chuchotait « Dormez, dormez, chut, ne faites pas attention à moi !» Puis elle nous adressait un petit sourire énigmatique et triste. Elle était grande et maigre, avait des yeux inquiets, très rapprochés, et avait atteint l'âge difficile. Personne ne pouvait dire en quoi il était difficile, mais en tout cas, elle le vivait très mal, et l'escalier était la seule chose qui comptait à ses yeux. Nous ne manquions donc jamais une occasion de nous extasier sur ce qu'elle faisait. Lorsque nous émergions sur le perron, elle s'écriait « Non, 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 attendez un peu, attendez un peu !» Elle se précipitait alors pour chercher une grande planche qu'elle traînait jusqu'au perron, puis hissait l'une de ses extrémités sur le seuil et l'autre sur une caisse. Tandis que nous étions en équilibre sur la planche, elle paraissait effrayée et lançait d'une voix implorante « Le ciment est tout frais, il n'est pas encore pris. Je vous en supplie, faites attention de ne pas marcher dedans. » Puis papa retirait la planche afin qu'elle puisse continuer à travailler, et elle le remerciait de son aide avec beaucoup trop d'emphase. Jour après jour, elle restait à genoux, à sceller des pierres, entourée de seaux, d'auges de ciment, d'eau de sable, de chiffons, de truelles, de petits bâtons et de taloches. Il fallait que les pierres soient plates, lisses et de belles couleurs. Elles étaient réparties en tas disposés selon un ordre très calculé et ne devaient en aucun cas être mélangées. Les plus petites étaient rouges ou blanches et étaient rangées à part, dans une boîte. La vieille fille cimentait, s'interrompait pour réfléchir, se remettait au travail, se trompait, réfléchissait à nouveau, et parfois, elle restait juste là, à regarder son ouvrage. Nous nous mîmes à entrer et sortir par la fenêtre de la chambre, mais seulement quand elle ne nous regardait pas. Un jour, maman renversa un peu d'eau en passant sur la planche et endommagea une partie très importante de la maçonnerie. Après ça, nous passâmes également les seaux par la fenêtre. Je savais que je n'avais pas le droit d'aider la vieille fille. Elle voulait jouer seule. Alors je me contentais de la regarder. Elle avait commencé par les petites pierres rouges et blanches, et les enfonçait dans le ciment en une longue ligne. C'était censé être une devise. Chaque fois qu'une pierre était mal placée, elle lâchait un gémissement. « Tu n'aimes pas jouer ?» lui demandai-je. Elle ne comprit pas ce que je voulais dire. « C'est difficile, répondit-elle. Tu ne dois pas regarder. » Alors je m'éloignai. La vieille fille voulait écrire « Dieu bénisse ceux qui franchissent ce seuil » dans l'escalier. Mais elle oublia de prendre des mesures et lorsqu'elle arriva au bout de sa phrase, il n'y avait pas assez de place pour seuil, juste pour ce. « Tu aurais dû calculer dès le départ, dit papa, et utiliser un niveau pour que ça soit droit. J'aurais pu te montrer comment faire. »« C'est facile à dire après coup, s'écria la vieille fille. Vous vous en moquez complètement de cet escalier. Je sais bien que vous passez par la fenêtre pour me faire comprendre que je suis dans votre passage. Mais enfin, où sommes-nous censés passer avec tous tes seaux et tes auges ?» Elle se mit alors à pleurer et courut se réfugier au grenier. Papa resta planté sur place, l'air malheureux, en jurant « Bon Dieu, bon Dieu !» L'escalier ne fut jamais vraiment achevé. La vieille fille s'en désintéressa et préféra transférer tout son matériel en bas de la colline pour sceller les pierres dans la grande cuve. Elle retira la planche, mais le trou à l'endroit où elle s'était mise à pleurer resta à nous dévisager. Elle passa toute la journée suivante à vider la cuve avec un seau. Lorsqu'elle arriva près du fond, elle nous emprunta notre louche. Puis elle se servit d'une tasse à café et d'une éponge. Mais dans la vase, il y avait toutes sortes de bestioles dont elle avait peur, même si elle avait de la peine pour elles. C'était tellement affreux de les déloger qu'elle en criait presque. Mais elle dit qu'il fallait le faire, et elle les déposa dans un autre récipient toute la journée, et entre 2 tasses de café, elle allait les disperser dans la mer en y déversant ses larmes. Lorsque la cuve fut complètement vide, elle aligna les pierres au fond et les y cimenta. Elle tournait et retournait chaque pierre pour trouver le bon emplacement, mais ça ne fonctionnait pas. Elle essayait une pierre après l'autre, mais elle ne voulait pas s'imbriquer. Puis,
Elle vit que j'étais derrière le tas de bois. « Ne regarde pas !» hurla-t-elle. Je m'éloignai à nouveau. Elle alla chercher de nouvelles pierres dans la baie, mais elles n'étaient jamais de la bonne taille ou de la bonne couleur. Et le pire, c'était de les nettoyer, quand elles étaient enfin posées. Elle les lavait, les essuyait, les frottait et mouillait sans cesse son chiffon. Mais chaque fois que la pierre était sèche, il restait toujours un voile de ciment gris, et elle devait tout recommencer. L'hiver, la cuve gela au fond, et tout se craquela. C'est difficile d'être une vieille fille. Lorsqu'elle revint l'été suivant, j'étais terrifié à l'idée que les choses se passent à nouveau mal avec elle. Nous avions comblé le trou dans l'escalier avec du sable, et avions versé un peu de lait dans la grande cuve pour qu'elle ne voie pas le fond. Mais elle ne s'intéressait plus du tout à la maçonnerie. Elle avait apporté un sac de couchage rempli d'albums où elle avait collé des photos découpées dans des magazines et elle s'était mise à les tremper dans le baquet à lessive. Puis elle détacha toutes les images et les étala à sécher sur la pente. C'était un beau dimanche paisible et la colline se trouva constellée de milliers de roses et d'anges. Elle avait retrouvé le sourire et avait une nouvelle idée. Puis, elle les aplanit dans la cuisine avant de tout emporter dans le grenier. Nous étions tellement soulagés de la voir contente. « On dirait que ça va mieux cette fois-ci, » commenta maman. Mais papa répondit, « Tu crois ? Je ne suis pas si sûr, mais je ne dirai rien, comme d'habitude. » Elle commença à réaliser des boîtes. Elle restait au grenier, à fabriquer des coffrets avec des tas de petits compartiments qu'elle recouvrait de photos à l'intérieur, comme à l'extérieur. Elles adhéraient tout de suite, gardaient leur couleur, et elle n'avait pas à se soucier qu'elles soient de la bonne taille, car elle les collait les unes sur les autres. Le grenier était rempli de papier, de pots de colle, de boîtes et de grandes piles d'images que personne n'avait le droit de toucher. La vieille fille était assise au milieu. Elle n'en finissait plus de coller, et à la fin, le tas de chutes de papier montait jusqu'à ses genoux. Mais elle ne rangeait rien dans les boîtes, et ne les donnait pas. « Elles vont toujours rester vides ?» demandai-je. La vieille fille garda les yeux rivés sur la boîte qu'elle était en train de réaliser, et ne répondit pas. Son long visage paraissait anxieux, et une photo brillante s'était collée sur sa frange. Comme elle n'était pas gaie, je finis par me lasser d'elle. Je n'aime pas quand les gens ne vont pas bien. Cela me donne mauvaise conscience, et ensuite je me mets en colère et je me dis qu'il pourrait aller ailleurs. Mais grand-mère aimait la vieille fille, car elle avait été une bonne cliente de sa mercerie, et elle lisait le journal de la famille ensemble pendant l'hiver. Grand-mère aussi avait de petites boîtes avec des tas de compartiments, mais au moins elle y mettait des boutons. À l'époque où la mercerie était prospère, tous les boutons étaient bien séparés, mais quand le commerce avait fait faillite, ils s'étaient tous retrouvés mélangés, ce qui était beaucoup plus rigolo. Avant l'arrivée de la police, grand-mère avait réussi à sauver de nombreuses boîtes de boutons en les cachant sous ses jupes, comme elle l'avait fait avec les armes pendant la guerre d'indépendance. Elle put également soustraire plusieurs centaines de kilos d'exemplaires du journal de la famille, des chiens en porcelaine, des coussins à aiguilles en velours, de nombreux bonnets de nuit et rubans de soie, puis elle soupira et s'exclama « Que le ciel me vienne en aide! Nous allons à nouveau être obligés de dessiner des croix sur le plafond. » Elle emporta ensuite le tout à l'atelier de papa et de maman. Maman cacha tous les magazines, mais grand-mère et moi les découvrîmes. Nous étions particulièrement friandes des histoires tristes en double page du genre « Une jeune sorcière est menée au bûcher, mort d'une héroïne ». Nous gardions tous les numéros pour la vieille fille. Grand-mère et elle les lisaient en douce, dans la chambre. Un jour, elle vint les lire au pire moment possible, car papa était en train de couler une statue en plâtre. C'était une pièce de grande taille et d'une grande complexité qu'il fallait réaliser en plusieurs morceaux. Le plâtre était déjà comme préparé, alors c'était une question de secondes, vous savez. Dans ces moments-là, il ne faut pas y toucher. Et c'est tout juste si on peut respirer. Il ne me serait jamais venu à l'esprit d'entrer à ce moment-là dans l'atelier. Papa et maman étaient prêts et avaient revêtu leur tenue spéciale. Le sol était recouvert entièrement de papier craft. Pile à cet instant, la vieille fille entra et lança « Bonjour, bonjour! Oh, on dirait que quelque chose se prépare ici! Mais je vous en prie, ne vous dérangez pas pour moi! » J'observais la scène de derrière les rideaux. La vieille fille avança droit sur le bac à plâtre, y plongea un doigt et s'exclama « Oh, du plâtre, comme c'est amusant, et moi qui m'intéresse justement au plâtre en ce moment !» Maman répondit « Nous sommes en plein travail. » Papa semblait sur le point de commettre un meurtre. J'avais tellement peur et honte que je me réfugiai dans mon alcôve. J'étais certaine que papa allait lui balancer de la glaise sur la vieille fille, mais c'est toujours ce qu'il fait quand il est en colère. Mais tout ce que j'entendais, c'était le léger clapotis du plâtre mouillé. Ils avaient commencé le moulage. La vieille fille ne cessait de babiller sans se rendre compte qu'elle interrompait un rituel presque sacré.
À un moment, grand-mère sortit la tête de la chambre. Elle parut complètement effrayée et s'empressa de battre en retraite. Je finis par oser descendre. La vieille fille avait passé une blouse de travail et avait les 2 mains plongées dans un petit bac de plâtre devant l'une des fenêtres. « Il est en train de prendre !» cria-t-elle. « Que dois-je faire ?» Au lieu de la frapper sur la tête, papa allait lui montrer. Je regardais maman, qui fit une autre petite grimace et haussa les épaules. La vieille fille avait découpé une photo dans un journal de la famille et l'avait posée à l'envers sur une soucoupe. « As-tu bien graissé la porcelaine ?» s'enquit papa sur un ton sévère. « Oui, oui, exactement comme tu me l'as indiqué. »« Bon, verse alors, mais ne mets pas les doigts dedans. » Elle coula le plâtre dans la soucoupe. Puis papa prit la langue de chat et lissa le tout. Puis il lui demanda. « Tu veux mettre un crochet aussi ?»« Oui, » chuchota la vieille fille, qui était si heureuse qu'elle retenait son souffle. « Je vais l'accrocher au mur. » Papa souffla, puis alla chercher la bobine de fil de fer dont il coupa un petit morceau. Il fit une boucle et l'enfonça dans le bord du plâtre. « Bon, n'y touche pas, il faut laisser sécher. »« Tu es gentil, » murmura-t-elle les larmes aux yeux. « Demain, j'apporterai des photos découpées, ce sera encore plus beau. » Et elle le fit. Pendant tout le temps qu'ils coulèrent des statues, la vieille fille resta devant le plan de travail à disposer des photos sur des soucoupes avant d'y coller du plâtre, puis de placer un crochet, comme papa le lui avait montré. Il y avait toute une rangée de tableaux en plâtre rond, chacun avec une grande image au milieu. Les photos se recourbaient joliment sur le plâtre blanc, et il n'y avait pas la moindre tache dessus, car la vieille fille n'avait cessé de gagner en dextérité. Elle ne contenait plus sa joie. Grand-mère vint la féliciter. La vieille fille nous en offrit chacun un et accrocha celui de papa au mur de l'atelier. Je ne savais pas quoi en penser. Les tableaux de plâtre étaient les plus beaux que j'ai jamais vus, mais ce n'était pas de l'art. On ne pouvait pas les respecter, non, pas vraiment. Au fond, on aurait dû les mépriser. C'était terrible de réaliser des tableaux à partir de photos de magazines dans l'atelier de papa qui plus est alors qu'il coulait des statues. Le pire, c'est que la vieille fille n'accorda jamais un regard à la statue désormais prête pour les retouches et la patine. Elle ne parlait que de ses tableaux. Tout le plan de travail en était couvert et on se serait cru dans une pâtisserie. Pour finir, papa lui donna un grand sac de plâtre et mit tous les tableaux dans des cartons. La vieille fille emporta le tout chez elle et disparut. « Quel soulagement !» commenta maman en commençant à récurer le sol. « Maintenant tu peux le décrocher. » Papa décrocha le tableau, le considéra et s'esclaffa. Je le regardais et me dis qu'il fallait que je décroche le mien aussi. J'attendais de voir ce qu'il allait faire. Il le tint un moment au-dessus de la poubelle, puis il se dirigea vers la bibliothèque et le glissa derrière des œuvres de jeunesse tout en haut. On ne voyait plus qu'un petit bout de la photo. Je montai dans mon alcôve, décrochai mon tableau de son clou, puis je le fourrai derrière un chandelier dans la bibliothèque, reculai et considérai le résultat. Ce n'était pas terrible. Je déplaçai un peu la photo, de manière que le chandelier ne dissimule que quelques myosotis. Ce tableau était vraiment beau. C'était indéniable. Et puis en toute franchise, pour moi, il n'avait rien de sacrilège.